Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 18 février 2023. Cette semaine, allumez vos écrans et vos casques de réalité virtuelle. On part sur la planète VR. La VR, l'AR, les images de synthèse, à quoi ça sert exactement ? Quelles perspectives ? Quelles limites aussi ? On va voir tout d'abord comment la VR est de plus en plus utilisée dans les entreprises, avec l'exemple d'EDF. On écoutera aussi le premier universitaire français à avoir travaillé sur la réalité virtuelle, Philippe Fuchs, qui nous expliquera pourquoi c'est pas simple et pourquoi, selon lui, Mark Zuckerberg fait en partie fausse route. Enfin, je vais vous emmener à TF1, où le journaliste Yannick Kézard nous expliquera comment il utilise les dernières technologies graphiques du cinéma et du jeu vidéo pour réaliser des animations en images de synthèse spectaculaires au service de l'info. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo numéro 79. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez écouter Monde Numérique en continu et retrouver les meilleures interviews et reportages sur Radio Monde Numérique, la web radio de Monde Numérique. C'est à écouter notamment sur Deezer, dans la partie radio, sur les applis Radio King ou Radio Line ou encore sur le site radiomondenumérique.info. Radio Monde Numérique, le meilleur de la tech. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on passe à l'actu. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est notamment cette affaire incroyable, ces révélations choc du consortium de journalistes Forbidden Stories, publié notamment par Le Monde et Radio France. Des journalistes d'investigation ont découvert l'existence d'une mystérieuse entreprise basée en Israël, spécialisée dans la manipulation de l'information sur Internet. Alors, vous trouverez ici et là les détails que vous pourrez lire sur cette enquête qui révèle notamment comment de puissants donneurs d'ordre ont acheté de l'influence pour nuire soit à des concurrents commerciaux, soit à des concurrents politiques, par exemple pour perturber des élections, notamment en Afrique. Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est la manière dont cette entreprise surnommée Team George a utilisé les technologies pour inonder Internet de fausses informations ou d'informations orientées. Cette fameuse société Team George est donc dirigée par des anciens de l'armée et des services de renseignement israéliens et elle utilise notamment une plateforme numérique qui a été conçue sur mesure, qui s'appelle AIMS. AIMS, c'est un acronyme, ça veut dire Advanced Impact Media Solutions en anglais, soit Solutions avancées pour un impact médiatique. Tout est dit. C'est un outil qui permet de créer de faux profils, des avatars ayant des noms qui collent à leur pays d'origine, des visages et surtout de véritables vies numériques grâce à de nombreux comptes actifs sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et aussi parfois sur des plateformes comme Amazon ou Airbnb, ce qui donne encore plus de réalisme à leur existence. Mais en réalité, ces personnages n'existent pas. Ce sont des bots, des robots, c'est-à-dire des profils qui sont activés automatiquement grâce à des messages programmés. Ils peuvent poster des commentaires en apparence anodins sur plein de sujets variés tout au long de l'année pour renforcer encore leur légende et tout d'un coup, ils sont activés lorsqu'on en a besoin pour commenter ou relayer et amplifier tel ou tel message de propagande. C'est ainsi que des informations plus ou moins vraies, fausses ou orientées se retrouvent très haut, parfois dans des fils d'actualité, grâce aux algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux. Ces révélations montrent donc comment, aujourd'hui, en 2023, il est possible de faire de la manipulation d'informations dans la lignée de ce qu'on avait vu en 2018 avec l'affaire Cambridge Analytica. Tout cela n'est pas encore foncièrement illégal, ça le deviendra peut-être un jour. En tout cas, ça montre à quel point, en tant qu'utilisateur, on doit se méfier de certaines informations qui peuvent être relayées et commentées sur les réseaux sociaux, y compris par des personnes avec des profils en apparence au-dessus de tout soupçon. Si vous êtes utilisateur de Twitter, vous avez peut-être remarqué ces derniers jours que les tweets de Sa Majesté Elon Musk apparaissaient beaucoup plus souvent qu'avant dans votre timeline. Et oui, tout cela, c'est grâce à la magie de l'algorithme de recommandation et surtout à l'ingéniosité de certains employés de la plateforme. Visiblement, les messages du Big Boss bénéficieraient d'un traitement de faveur. Et en fait, tout est parti d'une affaire interne chez Twitter, une remarque d'Elon Musk à ses employés, expliquant qu'il trouvait que ses tweets suscitaient moins de visibilité et surtout moins d'engagement qu'avant. Et notamment moins que ceux du président américain Joe Biden à propos du Super Bowl.
L'ego d'Elon Musk, visiblement, n'a fait qu'un tour. Alors qu'on lui expliquait que c'était peut-être normal à cause d'une baisse d'intérêt pour les aventures à rebondissement de Twitter, eh bien, Musk a commencé d'abord par s'énerver et à virer l'ingénieur qui lui faisait cette remarque et a demandé à ce que l'on rectifie le tir. Résultat, si l'on en croit le site spécialisé The Verge, pas moins de 80 personnes se sont immédiatement mises au travail pour concocter un système spécial permettant de mieux propulser les tweets d'Elon Musk sur la plateforme. Alors si vous n'en pouvez plus en tant qu'utilisateur, seule solution, eh bien vous pouvez bloquer Elon Musk pour ne plus voir ses tweets. Bon, même si on n'est pas à l'abri qu'il bénéficie d'un traitement de faveur qui lui permet de passer à travers ces blocages. En tout cas, c'est pour ça qu'un mouvement de boycott a carrément vu le jour récemment sur Twitter avec le hashtag #BlockElon. Enfin, rappelons que normalement sur Twitter, on voit en priorité les messages des personnes que l'on suit, sauf que précisément depuis l'arrivée d'Elon Musk, c'est l'option « Pour vous » qui est activée par défaut, ce qui fait que vous voyez plein de messages, y compris de personnes que vous ne suivez pas, mais qui sont basés sur vos centres d'intérêt supposés. Si vous voulez revenir au système initial, avec uniquement les tweets des personnes que vous suivez, eh bien il faut cliquer sur l'option « Abonnement » en haut de l'écran. En tout cas, tout cela nous rappelle les intentions d'Elon Musk. En rachetant Twitter, il a bien décidé d'en faire un outil d'influence, voire de propagande, et il n'a aucun état d'âme pour s'en servir exactement comme il l'entend. Comment empêcher l'accès des mineurs aux sites pornographiques sans pour autant interdire la pornographie ? C'est le casse-tête auquel sont confrontés actuellement le gouvernement, les associations de famille et même les éditeurs de sites pour adultes. Aujourd'hui, l'accès aux sites pornographiques est en effet soumis à une simple question formelle sur l'âge. Il suffit de cliquer pour dire que l'on a bien plus de 18 ans, mais il n'y a aucun véritable contrôle. Eh bien, en mars prochain, cela devrait changer avec une expérimentation qui va être menée en France. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, l'a annoncé récemment. Il s'agit de mettre en place un système permettant de vérifier l'âge des utilisateurs tout en préservant leur anonymat. Alors comment réaliser ce tour de passe-passe ? L'idée d'utiliser la carte bancaire avait été évoquée, mais ce n'est pas satisfaisant, notamment pour des questions d'anonymat. Donc, cela va passer cette fois par une nouvelle application, une application tierce qui devrait être lancée et qui permettra de s'authentifier pour prouver son âge, mais pas seulement pour les sites pornographiques, pour toutes sortes de sites web. Ainsi, lorsque l'on déclarera son âge à l'application, qui sera gérée par un organisme tiers de confiance, celui-ci recueillera notre identité et notre âge, mais il ne saura pas ensuite sur quel serveur on se connecte. Et en face, les sites pour adultes qui récupéreront les autorisations ne sauront pas et ne connaîtront pas les identités des personnes qui resteront secrètes et détenues par le tiers de confiance. Voilà, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais apparemment ce serait le seul moyen théorique pour garantir à la fois la protection nécessaire des mineurs contre la pornographie qui touche désormais des enfants de plus en plus jeunes grâce à la facilité d'accès via tous les écrans. Donc rendez-vous en mars prochain pour voir concrètement à quoi ça va ressembler. L'innovation de la semaine. L'innovation de la semaine, et si c'était ChatGPT ? Encore lui, ou elle, comme on veut, mais ChatGPT qui semble avoir un peu déraillé cette semaine. En tout cas, la version du côté de Microsoft, intégrée désormais dans le moteur de recherche Bing à travers ce chatbot Bing. Cette semaine, en effet, des internautes, des scientifiques, des journalistes ont poussé le chatbot de Bing dans ses retranchements et celui-ci s'est complètement lâché. Il s'est mis à fournir des réponses pour le moins surprenantes. Pour certains, il les a traités de tricheurs, de manipulateurs, de tyrans, de sadiques. Il a expliqué à d'autres qu'ils n'étaient pas de bons utilisateurs alors que lui était un bon chatbot. Il a même confié Bing avoir vu des employés de Microsoft à travers leur webcam et que certains flirtaient au bureau. Bref, des réponses assez surréalistes, dignes de l'ordinateur HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace, des réponses qui rappellent aussi un peu les dérapages d'un autre outil de Microsoft en 2016, le chatbot d'intelligence artificielle Tai, qui avait été transformé en quelques heures en horrible créature nazie par les internautes et qui avait dû être débranché par la société américaine. Alors, passé la phase d'étonnement, d'amusement, qui a fait le régal de nombreux médias et de nombreux sites spécialisés cette semaine,
il faut essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et Microsoft a tenté d'expliquer comment un chatbot, par définition, était un outil complexe qui pouvait formuler des réponses imprévues. Et surtout, il faut rappeler que ces chatbots fonctionnent à partir d'un énorme corpus de textes qui proviennent du web et qui peuvent contenir notamment des récits de science-fiction, avec aussi, par exemple, des portraits de voyous ou d'adolescents attardés, ce qui expliquerait par exemple l'histoire des webcams. Bref, si l'utilisateur ensuite commence à orienter l'intelligence artificielle dans une certaine direction, celle-ci va se régaler, elle va continuer, puisqu'elle est basée sur un modèle prédictif et elle va aller dans le même sens narratif. On comprend donc que ce n'est pas l'IA qui délire, c'est juste qu'elle s'est nourrie d'informations délirantes et que du coup, comme elle est incapable de faire la part des choses, si on l'oriente dans une certaine direction, elle va y aller. Certes, ce qui est troublant, c'est que Bing a quand même été présenté comme le moteur de recherche du futur. Or, s'il est incapable de fournir autre chose que des hallucinations, on peut se poser des questions. On a vraiment le sentiment qu'on est encore très loin d'un produit fini. Ils ont pour nom MetaQuest Pro, PlayStation VR 2, Pico 4. Ce sont les nouveaux casques de réalité virtuelle qui arrivent ou qui viennent d'arriver sur le marché. C'est pas tout, on pourrait citer également le Big Screen Beyond ou encore le futur casque d'Apple, très attendu, prévu visiblement maintenant pour le mois de juin, sans oublier des nouveautés qui seraient également dans les cartons du côté de Samsung et de LG. Bref, ça bouge du côté de la VR, de l'AR et des images de synthèse. D'une manière générale, tout cela sur fond de métavers. Alors, c'est pour ça que je voulais vous en parler cette semaine, avec 3 éclairages. Tout à l'heure, on écoutera mon confrère Yannick Hézard de TF1 qui utilise les technologies d'animation graphique de manière spectaculaire pour illustrer ces sujets sur les innovations du futur. On va écouter également Philippe Fuchs, c'est l'un des plus grands spécialistes français de la réalité virtuelle, sur laquelle il travaille depuis les années 90, et il a un regard à la fois aiguisé et critique sur ces technologies. Mais avant cela, vous allez voir que si la réalité virtuelle, réalité augmentée, n'est pas encore très répandue dans le grand public, en revanche, elle est de plus en plus utilisée dans le monde professionnel, y compris là où on ne l'attend pas forcément. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, que je suis ravi de retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. On parle donc cette semaine de réalité virtuelle et on ne le sait pas forcément, mais EDF a développé de nombreuses applications autour de ces technologies, Julien Villeray. Oui, alors par exemple, dans l'habitat, quand on habite un appartement ou une maison, il nous arrive d'avoir besoin de faire des travaux, de faire des devis, de faire estimer des choses, et on sait tous ce que ça veut dire, prendre une journée de vacances ou de RTT, faire venir quelqu'un qui va nous facturer un déplacement, etc. Aujourd'hui, avec un système de visualisation en réalité virtuelle, on peut faire visiter son appartement ou la pièce que l'on veut faire rénover, par exemple, à distance à un technicien ou à quelqu'un qui va pouvoir, à distance, là aussi, produire un devis, ce qui est un gain de temps et une économie financière pour tout le monde, pour l'entreprise, mais aussi, évidemment, pour le particulier. Alors vous allez me dire, oui, mais alors il faudrait que nous, on ait tous notre modèle numérique de notre maison, ce qui n'arrivera pas. Alors d'abord, si, il est probable que ça arrive à terme, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, avec son smartphone, avec des applis très simples, on peut, en prenant en photo et juste en vidéo, en fait, son espace autour de soi, créer automatiquement la copie numérique de son logement avec les fenêtres, les emplacements des meubles, de la pièce, etc. Donc c'est des technologies qui existent déjà, qui évidemment sont peu développées, mais qui sont des choses que l'on regarde. Donc par exemple, pour ce qui est de la maison et de nos maisons à nous tous, mais il y a plein d'autres cas d'usage pour ce type de technologie. Un autre qui va intéresser probablement nos auditeurs parce qu'il est évidemment très concernant, comme on dit, c'est l'implantation, par exemple, d'éoliennes. Il y a des débats parfois sur, oh là là, mais moi je ne veux pas d'éoliennes près de chez moi, ou on me dit qu'il va y avoir une éolienne. À quoi ça va ressembler ? Comment ça va fonctionner ? Eh bien, grâce aux outils de visualisation de type réalité virtuelle, on peut mettre un casque sur la tête des gens qui veulent aller regarder les faits depuis chez eux et concrètement se rendre compte de, ah bah tiens, cette éolienne offshore qui est à 20 km des côtes,
haute, quel effet visuel ça donne depuis ma maison, depuis la plage, depuis le port, etc. Et donc ça permet évidemment de prendre conscience beaucoup plus clairement, de façon beaucoup plus évidente, de l'impact environnemental ou visuel de ce type d'installation. Voilà, ça c'est deux exemples très grand public de la VR. Tout ça, ce sont encore des projets ou il y a déjà des choses en service ? Alors, sur la partie visualisation, par exemple, d'installations industrielles, c'est déjà en service. C'est des choses que les citoyens peuvent utiliser et qu'on leur apporte dans ce qu'on appelle des maisons des projets, des endroits où on peut venir voir à quoi va ressembler le projet qui va être en construction bientôt, dans le cadre de débats publics. Donc ça, c'est des choses qui existent déjà. Sur la partie logement dont je parlais, ça n'existe pas encore, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui et il y arrivera probablement dans un horizon pas si lointain des premières applications. Mais dans le monde de l'entreprise, on utilise déjà énormément les casques de réalité virtuelle tous les jours. Par exemple, dans le monde industriel, dans une usine, dans l'occurrence une centrale nucléaire par exemple, aujourd'hui, nos intervenants de maintenance utilisent souvent des casques de réalité virtuelle qui permettent de préparer une intervention. On s'en rend pas compte quand c'est pas son métier, mais voilà, aller faire une intervention dans une centrale, c'est énormément de préparation, c'est énormément de temps pour rentrer dans les zones qui sont difficiles d'accès, pour trouver la bonne vanne, le bon tuyau, le bon etc. dans un univers qui est extrêmement contraint. Et donc on prépare toutes ces interventions avant. Historiquement, ça se préparait sur des plans. On prenait des plans en papier ou éventuellement électroniques, ce qui posait un certain nombre de problèmes parce que souvent, ce qu'on voit en 2D sur un plan, ça traduit pas la réalité en 3 dimensions sur le terrain. Et que, tiens, on n'avait pas pensé qu'à cet endroit-là, il y avait telle contrainte, telle échelle qui bloque, tel truc. Et donc, souvent, une fois sur 10, l'intervention ne pouvait pas être réalisée. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Désormais, dans beaucoup de cas, les techniciens préparent dans la réalité virtuelle leur intervention. L'ensemble de nos centrales nucléaires, par exemple, ont été modélisées en 3D grâce à des outils, des drones qui sont des outils. C'est pas des drones, pardon, au sens où ils ne volent pas, mais c'est des petits robots qui viennent cartographier un peu comme pour Google Street Map l'intérieur des centrales. Tout ça a été mis en 3D, virtualisé, et aujourd'hui prépare leurs interventions avec un casque de réalité virtuelle pour bien voir par où se déplacer, comment arriver sur place au bon endroit très vite, à quel endroit se trouve exactement l'outil, la pièce, la vanne où ils doivent intervenir, et jusqu'à s'entraîner avec les petites manettes sur voilà le geste que je vais devoir faire quand je serai sur le terrain. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont utilisées. Donc vous surveillez de près l'évolution technologique, et notamment la sortie des casques, Meta, Apple, etc. Oui, alors on a un laboratoire dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée dans notre centre de recherche et développement qui teste évidemment tous les appareils et les devices que l'on connaît aujourd'hui et qui se prépare à en tester de nouveau. Effectivement, on entend tous parler des futures versions, en particulier du casque d'Apple. Il y a aussi beaucoup d'outils industriels, c'est-à-dire que c'est des marques dont on n'entend pas forcément parler dans le grand public. Ce sont des casques qui valent là pour le coup plutôt 5 000, 10 000, 15 000 euros, mais qui permettent d'avoir des applications professionnelles extrêmement pointues avec des résolutions d'images très précises, etc. Donc il y a toute une gamme en fait d'outils existants, mais les casques grand public que vous mentionnez, par exemple Meta, ceux de Meta, sont déjà utilisés par beaucoup d'entreprises et bientôt chez EDF, puisqu'on est en train de déployer ce dispositif pour faire ce qu'on appelle du onboarding, c'est-à-dire accueillir des nouveaux salariés. On est aujourd'hui dans un monde où on n'est pas tous les jours au bureau, on a souvent du télétravail, on a parfois des gens qui rejoignent l'entreprise depuis un endroit lointain, à l'international. Donc comment ces gens, on les accueille, on les fait rentrer dans le monde de l'entreprise? Eh bien aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, par exemple dans des grands cabinets de conseil, pour accueillir ces nouveaux arrivants, les former, leur présenter leur future équipe, les outils de travail, tous ces sujets-là à distance dans un casque de réalité virtuelle. Il y a un grand cabinet de conseil très connu qui a démarré ça pendant le confinement et qui l'a continué. Aujourd'hui, quand on est recruté dans ce cabinet, et je crois qu'il recrute quasiment 25 000 personnes par an, on reçoit un casque de réalité virtuelle, en l'occurrence un casque de Meta, et on rentre dans l'univers de ce cabinet de conseil, de cette marque, dans une place virtuelle où on peut retrouver tout un tas de gens, voilà. Et ça, c'est des usages, encore une fois, qui ne sont pas fantasmés, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez le développement de ces technologies dans les entreprises, d'une manière générale, Julien Villeray ?
On voit bien que ça va se déployer très très vite parce qu'aujourd'hui, le coût du casque, certes, est important pour un particulier, puisque évidemment, investir 200, 300, 400 euros pour les casques très grand public ou, on entend dire, 2000, 3000 euros pour le casque d'Apple, 1500 euros pour la version professionnelle de celui de Meta, c'est évidemment beaucoup d'argent, mais ramené au monde de l'entreprise, ça se rentabilise extrêmement vite. Si je fais des formations, ce qui arrive de plus en plus souvent avec de la réalité virtuelle, finalement, un casque à 1500 ou 2000 euros, mais que je vais pouvoir réutiliser pendant des années sur des centaines de personnes, c'est pas un très gros investissement. Et par contre, ça me permet, par exemple, sur les formations en santé-sécurité, on s'est rendu compte avec des études très sérieuses que quand on visualise une situation dangereuse en réalité virtuelle, dans un casque, on est beaucoup plus performant derrière quand cette situation arrive dans la vie. Pourquoi ? Parce que le cerveau a expérimenté finalement une forme quasi réelle de cette situation. On le voit beaucoup aussi sur les formations au secourisme, qui se font de plus en plus avec de la réalité virtuelle. Certes, des mannequins, mais aussi des situations un peu dangereuses qui peuvent se faire en réalité virtuelle. Ça permet de préparer finalement le cerveau à ces futures situations complexes, dangereuses ou angoissantes, et permet donc d'être plus efficace à ce moment-là. Donc il y a plein d'usages qui sont en train de se déployer. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Bonjour Philippe Fuchs. Bonjour. Vous êtes ancien professeur à l'École des Mines de Paris, spécialisé dans la réalité virtuelle. Vous avez été le premier chercheur en France à vous intéresser à ces questions de réalité virtuelle. Alors, vous avez mené beaucoup d'expériences, notamment sur l'appropriation de ces technologies. Comment voyez-vous l'avènement des nouveaux casques et des nouveaux outils ? Et surtout, pensez-vous que nous allons vraiment, demain, passer beaucoup de temps dans des univers virtuels ? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mettre un casque pour aller dans le métavers 8 heures par jour, beaucoup de gens sautent au plafond, forcément. Oui, ça dépend comment on leur présente l'application. Alors, que ce soit avec un casque ou devant des grands écrans, les applications fonctionnent. Après, ça dépend de l'intérêt de l'application. Et si on a évidemment fait abstraction des difficultés techniques, il faut que ça devienne transparent, toute la technique, pour que les gens se fassent à l'application. Mais nous, on travaille par exemple avec les constructeurs automobiles. Les techniciens vont passer des heures pour discuter des nouvelles voitures. Il n'y a pas une question de temps. Ils s'adaptent parce qu'on a fait évidemment un dispositif qui est fonctionnel et qui correspond bien aux capacités de l'être humain. Ce que les gens ne connaissent pas toujours, moi non plus au début. On a du mal des fois à savoir qu'est-ce qui est possible et pas possible. Donc vous dites, c'est pas impossible que demain on passe 5 heures par jour dans un monde virtuel. Oui, c'est pas une question. Alors après, évidemment, c'est voir l'intérêt, puis voir si... Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de difficulté intrinsèque au niveau de l'application. Et les gens qui ont la nausée quand ils sont immergés là-dedans, c'est définitif ou c'est une question d'habitude ? Alors, il faut faire la part des choses. Et justement, quand c'est devenu grand public en 2015, beaucoup d'entreprises étaient nouvelles, n'ont pas pris le temps de revoir un peu les compétences, les difficultés qu'il y avait à faire des environnements artificiels, parce qu'en réalité virtuelle, l'activité sensorimotrice n'est pas identique au monde réel. Il y a toujours des biais, des incohérences sensorimotrices. Donc ça, sauf cas exceptionnel, il y a toujours des incohérences sensorimotrices. Mais on sait, il y a des règles qui existent depuis 50 ans sur la vision stéréoscopique. Les gens qui ont travaillé sur les simulateurs de transport, ils savent bien la difficulté que l'on a parce que votre système vestibulaire va détecter la position fixe de votre corps et vos images, grâce à la vision périphérique, va vous faire comprendre que vous êtes en train de déplacer. Voilà, c'est là où ça va plus. Voilà, alors la vision, il faut savoir que le sens de la vision, c'est le sens prépondérant. Donc c'est lui qui l'emporte. D'accord. Donc si on respecte certaines règles, si on n'a pas trop d'incohérence, pour ne pas rentrer dans les détails, mais si on n'a pas trop d'incohérence entre le système vestibulaire et la vision que vous proposez à l'utilisateur, ça se passe sans problème. Vous voulez dire, par exemple, si je suis dans une simulation de course de voiture, il faut que le siège bouge pour me donner l'impression que je suis vraiment sur une route. Alors, soit le simulateur est statique. Oui. S'il est statique, si vous allez en ligne droite à vitesse constante, il n'y aura pas de problème. Pas de problème, puisque votre système vestibulaire, il va détecter les accélérations, les inclinaisons de la tête. Par contre, si vous faites des virages, si vous êtes en train de faire dans une route de montagne, vous aurez la nausée. Oui. Surtout si vous êtes fixe.
Alors, si vous avez un simulateur, Oui, mais- comme dans les simulateurs de vol, Hum. évidemment, vous avez l'inclinaison, etc. Donc, ça correspond à la D'accord. réalité. Enfin, moi, je me souviens d'avoir essayé des simulateurs de voiture, par exemple, qui étaient parfaits, et qui bougeaient beaucoup, mais on ressort, on est complètement secoué. Oui, parce qu'il y a des limites. Alors, il faut les connaître, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a des limites d'accélération, de 2 mètres par seconde carré. On Ah connaît ouais, ça. d'accord. Tout ça, La ça se vision calcule. stéréoscopique, c'est 1 degré. Je vous donne un chiffre là, mais Ouais. pour la plupart des gens, la vision stéréoscopique, le décalage entre les 2 images, Ouais. il ne faut pas dépasser 1,5 degré Ok. de disparité rétinienne au niveau de vos yeux. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne pourra pas accepter plus. Alors ça, c'est un ordre de grandeur moyen. Donc on connaît pour l'ensemble de la population, actuellement, maintenant, toutes ces règles pour limiter les incohérences D'accord. motrices pour pas qu'il y ait d'impact, des malaises ou d'inconfort pour la personne. Donc, il faut Donc, que les équipements soient conçus en Ben, conséquence. pas que les équipements, c'est que l'application prenne ça en compte. Et bon, j'ai écrit un dernier livre, puis une nouvelle depuis d'avant, où j'explique toutes les incohérences. Il y en a 3 principales, il y a 12 solutions, autrement, si on fait tout, on en a 10 incohérences possibles. On ira lire votre livre. Oui, bah oui. Il Puis, s'appelle comment? Théorie de la réalité virtuelle, les véritables usages. Eh bien, voilà, de Philippe Fuchs. Voilà. On va le lire. Non, mais, bien sûr, mais c'est un peu long à lire, mais il faut lire, il faut comprendre. Non, mais, Ouais, mais tout ouais. ça, c'est pas de moi, hein. C'est connu, il y a des règles qui datent de plus de Ouais, 50 ans, c'est etc. des travaux maintenant qui Mais oui, sont très arrivés à anciens, maturité, mais en fait. Voilà, alors il faut bien faire attention à ça. Alors, quand je dis ça, c'est qu'on connaît ces valeurs pour l'ensemble de la population. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est déterminer qu'il y a quelques pourcentages de personnes qui ont du mal à s'adapter à ces environnements-là. Ah. Pour cela, ça devient difficile. Il y a des C'est un peu- irréductibles. oui, c'est un peu comme dans les simulateurs de transport. Vous prenez avec une voiture, vous allez dans les routes de montagne. La plupart des gens, n'ont pas de malaise. Mais vous avez quelques personnes, des fois c'est des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces incohérences, ou c'est pas des incohérences, mais des difficultés là, pour accepter. Donc il y a des personnes qui auront du mal, mais ça correspond à quelques pourcents, on a du mal à définir, qui auront du mal à accepter ces incohérences. Et je discutais l'autre jour avec une personne, elle me dit « Ah ben non, moi si je mets un casque, elle a des problèmes de vision, un peu un léger strabisme, des choses comme ça, ou l'hypoconvergence. Ces personnes-là ne peuvent pas mettre un casque, parce qu'elles seront trop dans l'inconfort. Alors ces personnes-là, il ne faut pas leur mettre un casque. Et alors si on fait des applications devant un simple écran, il faut modérer les incohérences. D'accord. Comment est-ce que vous voyez les équipements actuels disponibles? Alors, les casques Meta, on attend le casque Apple, toutes ces choses-là. On en est quoi, à la préhistoire ou on est déjà bien avancé? Non, la préhistoire, c'était dans les années 80. C'était vous, sans vouloir vous vexer. Oui, bien sûr, je suis le papy de la réalité virtuelle, n'hésitez pas. Et en 95, par là, il y avait Nintendo, Sega, Sony, qui lançaient leurs casques, leurs visiocasques. Ah ouais, on les a un peu oubliés, On les a oubliés. visiocasques. Mais pourquoi ils n'ont pas eu de succès? Simplement, la technologie n'était pas prête, puisque les écrans, on n'avait pas des écrans comme qui étaient fournis maintenant par les smartphones, où on a un certain nombre de pixels. Mais il y a eu des casques, et les gens ont utilisé pour la psychothérapie. Le professeur Roland Jouvin, un psychiatre, utilisait des casques avec une faible résolution. Oui, le problème, c'était la qualité d'image. Mais la qualité d'image pour lui n'était pas très gênante, puisque c'était pour les phobies, etc. Il disait, j'ai pas besoin d'avoir une belle qualité d'image. Les gens sont dans leurs phobies et j'essaye de les traiter. D'accord. Mais donc, alors, aujourd'hui, la préhistoire, c'est ça. Ouais. Alors après, évidemment, en 2015, etc., Oculus, etc., et d'autres, il y a même des Français qui ont lancé des casques, des visiocasques. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là? C'est grâce au marché des smartphones. C'est pas du jour au lendemain quelqu'un qui s'est dit je vais faire des casques bon marché. C'est grâce à le développement de la technologie des smartphones, où on avait des écrans de bonne qualité, on avait des capteurs pour détecter les orientations et les accélérations de bonne qualité, qu'on s'est dit maintenant on peut faire des casques grand public. Oui, on prend le dispositif des smartphones, affichage, voilà. capteur, Sûr, etc. Et puis on le met dans le casque. Voilà. En fait. C'est pour ça. Il y a même des gens qui ont fait avec des cartons. Oui, c'est ça, voilà. On mettait le smartphone dedans à l'intérieur. Bon, ce qui est un peu... parce qu'il faut, mine de rien, il faut des ressources, il faut un processeur, il faut une batterie, il faut pouvoir faire tourner du soft, toute etc. La technologie est arrivée à point. Et les premiers Oculus, donc Meta, etc., HTC Vive, tout ça, ont démarré en faisant des casques, mais il n'y avait pas un marché. Ils n'ont pas fait fortune en vendant ces casques au départ. C'est bien parce que la technologie était là qu'ils ont pu démarrer ces technologies. Donc on en est à cette phase-là. Alors on peut se dire c'est intéressant, indépendamment des grands écrans qu'on peut utiliser par ailleurs.
Mais si on regarde par rapport à la capacité de la vision humaine, on n'en est qu'au début. L'acuité visuelle humaine, c'est 1 minute d'angle. Donc il faudrait, pour les casques qui ont 110 degrés, il faudrait des écrans qui fassent 32 millions de pixels. 32 millions de pixels. Oui, pas 4K, 32K. Ça serait mieux 64K. D'accord. Voilà. Là, ça commencera à devenir sérieux. Ben, bon, c'est déjà sérieux, hein, faut pas dire non plus, je ne vais pas critiquer ce qui est déjà fait. Mais vous n'avez pas la qualité d'une image que quand vous avez regardé au cinéma ou sur une télévision 4K. Bien sûr. C'est pas En plus, parallèlement, la qualité sur les téléviseurs augmente, donc le décalage est toujours perceptible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais les gens du cinéma qui sont venus dans la réalité virtuelle pour faire des expériences immersives cinématographiques, certains se sont lancés, puis d'autres ont dit, non, j'arrive pas à avoir une image qui correspond à ce que j'ai fait au cinéma. Ouais. Donc on a encore du chemin. Combien de temps il faudra, sauf surprise d'Apple, etc., il faudra des dizaines d'années. Meta qui veut nous mettre un casque sur la tête, je le disais, plusieurs heures par jour pour travailler, par exemple, c'est-à-dire avec une reproduction de nos écrans d'ordinateur, mais dans un environnement virtuel. Vous y croyez ? C'est absurde. Pourquoi ? Parce qu'on a le poste de travail qui correspond à ce qu'on a besoin. Oui, mais là, on aurait 5 ordinateurs, 5 écrans, 10 écrans. Vous achetez 5 écrans. Enfin, je sais pas on pourrait agir en 3. On pourrait agir en 3D. Je pense que la plupart des gens, mais vous utilisez en 3D, les gens ont un écran, 2 écrans. Mes collègues ont 2 écrans. Des fois, on voit 3 écrans. Bon, c'est très rare après d'avoir plus d'écrans. Oui, à moins d'être trader à Wall Street. Voilà, à part ça. Donc, les écrans suffisent eux-mêmes. Vous mettez un casque. Ce n'est pas nécessaire, vous voulez dire, tout ça. Enfin, là, ça n'apporterait rien. Non, ça pose des difficultés. C'est-à-dire ? Ah bah oui, c'est ce que j'écris dans un article qui va bientôt être publié. C'est que quand vous êtes dans un casque, votre distance d'accommodation est fixée. Parce que c'est les technologies, pour l'instant, on n'arrive pas à faire des accommodations variables. Donc, vous êtes fixé. Donc, vous êtes en permanence avec une vision accommodation fixée. Si vous avez 3 écrans dans votre pièce, dans votre bureau, vous pourrez regarder ailleurs, il y a un confort visuel plus agréable avec des grands écrans. En plus, vous allez avoir une qualité, vous pouvez avoir 3 écrans 4K. Vous n'aurez jamais ça sur les casques actuels. Alors, même dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'on aura des casques de très haute qualité visuelle. Mais je ne vois pas l'intérêt d'enfermer la personne dans ces dispositifs-là. L'innovation technologique des produits sont faits pour faire des innovations fonctionnelles, d'un usage intéressant nouveau. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des écrans virtuels en face de soi plutôt qu'avoir les vrais écrans d'ordinateur. Vous pourrez écouter la version intégrale de cette interview de Philippe Fuchs, spécialiste de la réalité virtuelle, mardi prochain sur le fil du podcast Monde Numérique. On retombera aux sources de la simulation par image artificielle. On parlera des effets de la VR sur la perception de la réalité et également l'aspect psychologique, sans oublier les questions optiques et même on parlera de la télé 3D. Voilà, un entretien long format, 40 minutes. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous emmène à Boulogne, près de Paris, au siège de TF1. On va s'intéresser maintenant à un autre aspect de la réalité virtuelle. Pas besoin de casque ni d'équipement compliqué. En tout cas pour l'instant. Un écran de télé suffit. Ça existe déjà. C'est la VR au service de l'information. Bonjour Yannick Hazard. Bonjour Jérôme. Merci de me recevoir ici à TF1. Tu es journaliste, spécialiste des sujets prospectifs qui s'intéressent au futur et tu es également en interne responsable de l'innovation dans l'information. Alors l'innovation, effectivement, tu en uses et tu en abuses, je dirais, à travers les sujets que tu proposes à l'antenne qui font toujours largement appel aux animations en images de synthèse. C'est assez spectaculaire à chaque fois. Pour quelles raisons faire autant appel à ces outils ? On essaye de s'attacher à toujours plus moderniser la façon dont on va raconter l'information pour essayer d'y apporter encore plus de pédagogie, encore plus de clarté, intéresser un public toujours plus large. Et donc, en effet, ces formats notamment dont on va parler, qui utilisent de la 3D, des effets spéciaux, du fond vert, de la réalité augmentée, ça vise justement à
vulgariser et à montrer ce qu'on ne peut pas filmer aussi, parce que en télévision, tu sais, nous on est contraint à une chose, c'est que on a besoin d'une caméra. Oui, il faut qu'il y ait de l'image. Il faut qu'il y ait de l'image, il faut filmer les choses. Or, il y a des sujets qu'on ne peut pas forcément filmer. Par exemple, le futur. Le futur, on ne peut pas encore le filmer, par définition, il n'est pas encore là. Pourtant, on a plein de choses à raconter dessus. On sait ce sur quoi beaucoup d'entreprises travaillent. On peut un peu deviner à quoi ressemblera notre futur, déjà. Et donc, on peut le montrer, mais on ne peut pas encore le filmer. Alors, pour ça, on utilise des effets spéciaux, de la 3D, un peu comme ce qu'on peut voir au cinéma, sauf que nous, on le met au service du propos éditorial, au service d'une information. Alors, si on prend un exemple précis, Oui. Yanni, tu as fait de nombreux sujets. Il y en a un là, que j'ai vu récemment où on te voit avec une main robotique. Oui. Alors, ce sujet, comment est-ce qu'il a été construit ? D'abord, on parle d'une vraie recherche d'informations Bien journalistiques. sûr, il y a un travail journalistique au C'est un départ. vrai travail journalistique, en effet. Donc, moi, je me suis intéressé aux prothèses. Je me suis demandé à quoi allaient ressembler les prothèses dans le futur. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont malheureusement perdu un membre, perdu une jambe, un bras, peuvent avoir des prothèses qui sont souvent principalement esthétiques, mais ne peuvent pas vraiment s'en servir pour attraper des objets, pour vivre au quotidien. Donc, je me suis renseigné et j'ai regardé un petit peu tous les travaux de recherche qui ont été faits. J'ai vu notamment qu'en Suède, il y avait des travaux très avancés qui ont permis à des personnes de contrôler des prothèses de bras par la pensée pour saisir des objets et même avoir presque une sensation de toucher qui revenait grâce à des connexions qui étaient faites avec les nerfs. Et ensuite, moi je travaille beaucoup donc avec les équipes d'infographistes de TF1 et on se pose, on fait des dessins. Alors, on n'est surtout pas des artistes, on dessine très mal, mais on fait des dessins pour se dire, alors voilà, on va se mettre dans tel axe, on va tendre le bras comme ça. Là, en l'occurrence, le défi technique, c'était de faire disparaître ma main pour y mettre une main robotique à la place. Donc, on a testé plein de choses, on a mis un gant vert sur ma main, on a collé des scotch pour faire du tracking. Au final, on a trouvé encore une autre solution encore mieux. D'accord. Et donc, c'est comme ça. Mais on alors, essaye beaucoup. Ça prend un temps fou. Il faut combien de temps pour construire un sujet comme ça ? Celui-ci, il a pris un peu plus d'une semaine de fabrication 3D d'infographie. À ça, il faut rajouter la recherche journalistique, l'écriture du papier, l'enregistrement, le direct. Donc, pour un rendu à l'antenne qui dure combien de temps ? Pour un rendu à l'antenne qui dure 2 minutes, 2 minutes 30. Ah, Ce sont des formats qui sont assez lourds techniquement à réaliser. Il faut une casquette. On est presque plus proche du magazine que de l'actualité chaude. Oui, on peut faire de l'actualité chaude dessus, mais vu le temps de fabrication, c'est dur d'être réactif. On l'a fait le soir où je crois Notre-Dame a pris feu. Quelques heures après, on était en plateau avec une maquette 3D de Notre-Dame pour expliquer là où étaient les dégâts, où était parti le feu, etc. Donc on peut le faire, il faut se mobiliser. Et on sait le faire ici à TF1 quand il y a une actualité forte. Mais c'est vrai que le fait que ça prenne du temps et que ça nécessite aussi d'autres compétences que des simples compétences journalistiques, c'est aussi parfois un frein pour certains journalistes. Il faut imaginer un petit peu sa scène, il faut être un peu réalisateur, faut être un petit peu scénariste, faire un petit synopsis, ce genre de choses-là. Mais ça s'apprend plutôt bien et on a de plus en plus de journalistes qui s'en servent. Oui, ça se rapproche un peu de l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo. Il faut s'en inspirer. En fait, on ne peut pas aujourd'hui, lorsqu'on sait que le public va au cinéma, joue aux jeux vidéo, regarde des films, des séries où il y a beaucoup d'effets spéciaux. On ne peut pas aujourd'hui rester dans des formats d'information qui ne se serviraient pas de ces technologies. Après, il ne faut pas s'en servir pour s'en servir et dire « Tiens, j'ai envie de faire de la 3D, qu'est-ce que je fais ?» Ça ne marche pas comme ça. C'est plutôt « J'ai envie de raconter cette actualité-là, cette information-là. Je ne peux physiquement pas la filmer parce que ça se passe sur Mars, parce que ça se passe dans 10 ans, parce que ça se passe dans l'infiniment petit. » Donc, je vais la raconter avec ces moyens-là. Alors donc, il y a la partie fabrication des images de synthèse, qui peut être très longue d'ailleurs. En discutant tout à l'heure avec les infographistes de ton équipe, j'ai appris qu'il fallait, parfois, il faut jusqu'à une nuit entière pour fabriquer, pour rendre un sujet de 2 minutes. Et encore, pourtant, vous bénéficiez d'une ferme de rendu, c'est-à-dire une dizaine de machines interconnectées entre elles pour augmenter la puissance. Donc ça, c'est ce qui se fait avant. Et puis alors ensuite, il y a la présentation du sujet en plateau. Comment ça se passe ? Oui, je viens physiquement sur le plateau du journal de 20h et on se sert de ce plateau comme un écrin pour le décor virtuel qui va ensuite venir soit avec un objet virtuel. Par exemple, on va voir prochainement le robot Persévérance de la NASA qui va sortir d'un écran derrière le présentateur pour arriver, rouler sur le plateau et s'installer devant nous. Et puis, carrément, en toute simplicité. Voilà.
Et puis, il y a des moments où ça nous permet de vraiment transformer le décor du plateau en décor complètement virtuel et rentrer à l'intérieur pour montrer parfois une ville flottante du futur telle que l'ONU prévoit de les construire, parfois la planète Mars. Dernièrement, on a montré un projet un peu fou de station solaire dans l'espace qui pourrait permettre de créer de l'énergie renouvelable dans l'espace. Et tout ça, en presse écrite, en radio, on peut très bien en parler et tout le monde l'imagine. Mais en télé, il en faut plus. Il en faut plus, il faut le montrer. Et donc, c'est pour ça que tous ces formats aident énormément à parler de sujets qui sont impossibles à filmer. Bien sûr. Donc, pour chaque sujet, il y a une partie où tu es en direct, mais il y a également des séquences enregistrées. Ça peut arriver, oui, parce que le fait d'être enregistré, ça permet d'aller plus loin dans l'interaction avec le virtuel. Ça peut me permettre de saisir des objets virtuels, de rentrer dans un décor, d'être sur Mars, moi aussi, d'attraper une poignée de terre martienne. Voilà, plein de choses comme ça. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est jamais la forme pour la forme. Bien sûr, mais ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est toujours la forme. On assume le fait d'avoir un côté spectaculaire dans la forme, mais qui doit être mis au service du fond. Mais est-ce que tu ne crains pas que parfois ça fasse un peu oublier le fond, du coup ? Je pense pas, parce que justement on essaye d'y mettre toujours beaucoup de contenu et de faire en sorte d'apporter quelque chose avec cet outil-là, entre guillemets. Après, si c'est divertissant en plus d'être informatif, j'ai envie de dire tant mieux, parce que moi j'ai beaucoup de retours d'un public assez jeune qui est très surpris agréablement de voir ces formats-là au journal de 20h, et ça leur donne envie de regarder la suite du journal de 20h et d'y revenir. Donc finalement, c'est plutôt gagnant. Non, puis c'est vrai que, alors c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est aussi pour ça que je voulais te rencontrer, pour connaître un petit peu le secteur et le domaine dont tu parles, puisque voilà, on traite à peu près le même genre de sujet, on va dire. Il est vrai qu'il y a toujours beaucoup de fond et beaucoup de précision dans tes sujets, et on sent que c'est ça qui prime avant toute chose. Ici, c'est donc toi, j'ai l'impression, qui monopolise l'essentiel des ressources. Non. Ou il y a d'autres sujets qui sont traités de cette manière? Non, on essaye de plus en plus de diversifier les sujets qui sont traités avec ces technologies. Donc, il y a d'autres journalistes qui font ces formats en plateau le dimanche soir, notamment dans le 20h. Et puis, ce qu'on a amené aussi depuis quelques années, c'est le fait d'apporter cette technologie de la 3D, de la réalité augmentée sur le terrain, en reportage. Nous, on appelle ça la Terre augmentée. On parcourt la Terre, on fait des reportages sur plein de sujets, et au lieu de revenir et de simplement se contenter de ce qu'on a vu, on y ajoute des effets spéciaux, un peu comme un film retoucherait des scènes pour y mettre des effets spéciaux, et donc ça permet de mieux expliquer certains sujets. Je fais un reportage là-dessus sur la montée des eaux et expliquer comment, avec le réchauffement climatique, le niveau de la mer allait monter, et on s'est servi de cette technologie pour, dans une petite ville de Normandie, faire monter l'eau et montrer concrètement dans la rue comment l'eau allait monter. Et puis, je m'en sers aussi pour le futur un peu plus joyeux, un peu plus souhaitable, sur des innovations technologiques. On en a fait un dernièrement sur le foot du futur. Comment est-ce qu'on va regarder des matchs de foot dans le futur, dans un casque? Comment est-ce que des joueurs de foot vont s'entraîner dans le futur, s'y mettre des lunettes de réalité augmentée pour les aider à travailler leurs coups francs, à mieux viser, etc. Donc, tout ça, on va sur le terrain, on tourne des choses et ensuite on les retouche a posteriori pour montrer à quoi va ressembler ce secteur dans le futur. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Yannick Kézard, responsable de l'innovation de l'information à TF1. Et on rappelle que le sujet d'ailleurs sur le robot martien Curiosity passera ce dimanche 19 février. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo numéro 79. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, pas d'épisode de l'hebdo. À la place, on s'intéressera aux technologies au service de l'environnement avec le 2e épisode de la série spéciale Objectif 2050. Et ce sera comme ça chaque mois, une fois par mois, en fin de mois, focus dans Objectif 2050 sur des innovations pour la planète. On parlera d'une idée étonnante, la captation du CO2. Aspirer le carbone pour le remettre dans la Terre. Est-ce la solution contre le réchauffement climatique? Est-ce une solution? Rendez-vous samedi 25 février. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les interviews intégrales de mes invités en épisode bonus. N'hésitez pas à noter Monde Numérique sur les plateformes de podcast, à m'envoyer des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur le site mondenumérique.info
Et puis je vous retrouve également sur Radio Monde Numérique, la web radio, à l'adresse radiomondennumérique.info. Salut, à samedi prochain.